Nous rejoint donc notre expert marché, le bullshitomètre, chaque après-midi sur BFM Business. Effectivement, je le fais à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Vous nous accueillez, voilà, pourquoi pas. Un expert de marché donc chaque jour vient dégonfler une idée reçue, déconstruire une idée un peu trop facile en bourse. Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. On entend que les cours du pétrole sont repartis à la hausse et que ça pourrait bien durer, d'autant plus si les États-Unis reconstituent leurs réserves stratégiques. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée? Pour vous, cette idée, c'est bullshit. Effectivement, vous voulez foudroyer ce préjugé, cette idée reçue selon laquelle si les Américains veulent reconstituer leurs réserves, les cours du pétrole vont exploser à la hausse. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée? Enfin, même en faisant extraction des Américains, les cours du pétrole, ils se sont bien tendus déjà ces dernières semaines. Et on a eu en plus ces drames ce week-end en Israël qui n'ont pas arrangé les choses. Il faut reconnaître la situation. On est plutôt sur une phase de hausse des cours. Ouais, c'est une vision créative de la chose. Il ne faut pas oublier plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'en temps réel, le pétrole, si on prend le WTI américain, est à 83 $. On a commencé l'année à 80, donc on est sur une variation de 4% sur l'année qui est quand même pas éblouissante. Alors certes, on est à 70, on est aussi allé à 95, mais on est quand même plus proche des plus bas que des plus hauts, ou en tout cas à quasi distance. En plus, une news il y a quelques minutes comme quoi les Américains avaient l'air de dire que l'Iran n'était pas tellement derrière l'attaque, ce qui a mis 3% dans la tête du baril immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est que sur une vision plus longue, on a une opposition entre plusieurs choses. On a d'un côté cette idée de long terme qu'on a un point de basculement du pétrole où on arrêtera de consommer autant de pétrole et ça baissera. On parlait de 2050, puis 40, puis 38, puis 35. Maintenant, on nous dit que c'est avant la fin de la décennie. Et donc, on se dit quelque part, à un moment, les cours du pétrole, ils vont se casser la gueule. À côté de ça, comme ça fait longtemps qu'on attend ça, on fait plus d'exploration. On cherche plus de nouveaux gisements, ce qui fait que vous l'avez pu le voir, par exemple, le secteur parapétrolier est quand même déprimé depuis assez longtemps parce que il aimerait bien qu'il se passe un peu plus de choses et il se passe pas grand-chose. Et donc, on peut se dire légitimement, il y a un peu de pénurie. On a un peu de mal à trouver des nouveaux sources d'exploitation. Donc, on pourrait avoir un baril qui monte. La réalité, c'est que ça fait quand même pas mal d'années que le baril a du mal à monter. Parce que depuis l'émergence de ces pétroles de plus faible qualité, de schiste, on sait que si les cours sont élevés, tout le monde se met à produire de nouvelles ressources. Et donc, assez régulièrement, on vient faire rebaisser les cours pour éviter qu'on ait de nouvelles sources. D'accord, mais si les États-Unis ont besoin de reconstituer, et ils en auront besoin, leurs stocks stratégiques qui sont au plus bas, on imagine que ça fera pression sur effectivement l'offre pétrolière et donc aussi sur les cours. Alors en fait, ça ferait pression sur la demande, puisqu'ils viendraient racheter en plus. En réalité, ça, on est dans un bullshit, à mon avis, assez massif. Pourquoi bullshit massif? Parce que on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partout, vous lisez, ils n'ont plus que 17 jours de consommation de réserve, c'est catastrophique, on va tous mourir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre déjà qu'est-ce que c'est qu'une réserve stratégique. Une réserve stratégique, c'est se dire, si demain, je me fâche avec un de mes fournisseurs, par exemple parce que c'est vaguement une dictature islamiste et qu'on a envie de se friter avec eux, potentiellement, il va arrêter de vous livrer. Et là, vous allez dire, ce serait quand même pas mal d'avoir un peu de stock pour pouvoir encaisser la chose. Donc, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie dit que ça serait quand même pas mal d'avoir 90 jours d'import d'avance pour pas être trop embêté. Et donc, tous les pays ont des stocks stratégiques de tous les éléments stratégiques. Il faut voir plusieurs choses. La première, c'est que les États-Unis, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, étaient des importateurs massifs de pétrole, les plus importants au monde. Aujourd'hui, les États-Unis, sur le pétrole global, en intégrant le pétrole léger, qui produisent beaucoup, venant du schiste, le pétrole lourd, est globalement exportateur, ou disons à l'équilibre. Donc déjà, si vous prenez la chose de manière globale, une fois que vous êtes globalement exportateur, vos besoins de stock stratégiques sont quand même pas tout à fait les mêmes. Mais on peut aller plus loin que ça. Si on dit, on va séparer les choses, ok, ils exportent du pétrole de schiste, mais sur on va dire le vrai pétrole, ils sont toujours importateurs. Et ils sont toujours importateurs. Mais là, vous pouvez vous dire, ok, on est à des stocks au plus bas depuis 30 ans, on a divisé par 2 nos réserves, mais comme pendant ce temps-là, les imports se sont effondrés, on est en fait à 117 jours de stock de pétrole, alors qu'on doit en avoir 90 de plus. Donc en fait, on a zéro problème. Mais on peut encore aller plus loin que ça. Qui aujourd'hui vend du pétrole aux Américains? Le Canada, qui est le très plus grand, 4e plus gros producteur au monde, et qui fait une grande partie des imports américains. Quelle est la probabilité que les États-Unis se fâchent avec cette dictature islamiste qu'est le Canada? Pas des masses. Donc on voit bien que depuis un pays importateur massif qui avait besoin d'importer de tous les pays du Golfe vers un pays qui est plus tellement importateur et qui commerce principalement avec le Canada, l'idée que cette réserve stratégique elle est importante, je pense que c'est du bullshit. L'idée qu'on doit même la remplir par principe n'a absolument rien d'obligatoire. Les réserves sont suffisantes. L'idée qu'il faut les remplir ne présente pas quelque chose d'important. Donc je pense que même intégrer dans l'équation cette idée qu'on devrait avoir un besoin de remplissage me paraît farfelu. Julie.
Oui, Thibault, pourquoi est-ce que les États-Unis ne vont pas remplir leurs réserves stratégiques d'après vous? Est-ce que ce n'est pas un peu périlleux de leur part? En fait, ce que vous dites, on comprend l'environnement qui peut permettre effectivement de ne pas forcément les remplir, ces stocks stratégiques, mais est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un danger possible? Quel est l'intérêt? Quel intérêt peuvent-ils trouver à ne pas les remplir? L'intérêt qu'ils peuvent on comprend qu'ils n'aient pas forcément besoin, mais quel est l'intérêt de ne pas les remplir? On est quand même dans quelque chose qui est assez politique, c'est-à-dire que quand vous dites les prix sont trop hauts, on va libérer des stocks pour faire baisser les prix, si vous allez les racheter plus cher, on n'est pas dans le coup-maître politique. Donc on peut avoir quand même un petit débat sur le fait qu'ils auraient potentiellement fait n'importe quoi. Donc le plus probable sera qu'à un moment donné, quand il y aura un vrai creux, ils les rempliront et disons, voilà, on les a remplis. Mais l'intérêt d'y aller maintenant, alors qu'ils n'en ont pas structurellement besoin, et que les prix sont plutôt, même si ça change vite, assez proches de ceux auxquels ils ont vidé, quand même politiquement un coup pas terrible pour l'administration Biden. C'est toute la famille BFM Bourse qui s'offre à vous aujourd'hui, Thibault Prébet, au cœur de ce bullshitomètre. Julie Cohen-Hurton, et vous le voyez venir, Julien Marion aussi, qui est en train d'aiguiser sa question. Julien, c'est à vous. Juste Thibault, avec l'Arabie Saoudite qui a coupé sa production, qui prolonge cette coupe et qui reste quand même en embuscade au cas où les cours sont pas assez élevés à son goût, est-ce qu'on peut vraiment penser aujourd'hui que les cours du pétrole vont arrêter de monter comme vous semblez le soutenir? Alors la question c'est, est-ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire un truc super ou est-ce qu'elle est un peu en train de se prendre les pieds dans le tapis? C'est une question qui n'est pas évidente parce que si on regarde bien, depuis qu'elle a commencé cette stratégie de baisser volontairement sa production, on a des cours qui avaient beaucoup monté qui rebaissent quand même assez nettement. Donc l'idée d'amener les cours à 100 et de les durer pour que même en produisant moins on gagne plus d'argent, c'est pas forcément évident. Dans le même temps, la production des autres pays de l'OPEP a augmenté. La production de l'Iran, qui est hors quota et qui avait un stock à refaire, a augmenté. La production américaine et canadienne a augmenté. Donc à quel moment l'Arabie Saoudite risque pas de se dire qu'elle est juste en train de filer ses parts de marché pendant que les cours baissent, ce qui est quand même hyper inconfortable. Donc en quelle proportion est-ce qu'on a une économie d'Arabie Saoudite qui est en train de piéger les autres ou en quelles conditions c'est pas leur piège qui est en train de se refermer sur eux? C'est pas tout à fait évident. Mais si les cours continuent à baisser et qu'ils laissent juste leur part de marché aux autres, il y a peut-être plus de chances que ça soit l'Arabie Saoudite qui craque que les cours du pétrole qui craquent. Oui, sauf que si le monde pétrolier finit par dépendre de l'Iran, ça va être compliqué. L'Iran soupçonné, alors vous le disiez, d'après les sources américaines, c'est peut-être pas le cas, on verra. Mais enfin, l'Iran quand même au cœur de la problématique et des enjeux autour d'Israël et du Proche-Orient, de ce qui se passe, tout le monde surveille de très très près. Si le monde pétrolier, les cours du pétrole et à la fin l'essence qu'on paye à la pompe chacun pour notre automobile, si tout ça dépend plus spécifiquement et de plus en plus spécifiquement de l'Iran, ça va être de plus en plus dur. Ouais, c'est vraiment aujourd'hui le risque qu'on peut identifier. C'est-à-dire qu'on a eu des développements positifs aujourd'hui, on peut avoir l'inverse demain. Mais il est vrai que l'Iran qui reprend un peu du poil de la bête sur le marché de la production mondiale et vient, même si c'est pas un aussi gros producteur, calmer un peu l'impact du mouvement de l'Arabie Saoudite est un vecteur qui est très important. Si on avait des développements de cette crise au Moyen-Orient qui venaient attaquer un peu la production iranienne, ça serait un point très négatif pour l'équilibre. Après, on peut se poser deux questions. La première, c'est que on a eu cet embargo sur le pétrole russe et on a vu que les solutions de contournement commençaient à être assez aiguisées, en particulier via l'Inde, et avec des coûts de ce raffinage via l'Inde qui sont de plus en plus bas, donc qui pèsent de moins en moins. Est-ce que c'est pas encore quelque chose qui pourrait être mis en place? Puis le deuxième sujet, c'est ce que vont faire les Américains. Là, on rentre dans des choses qui sont très pointues, et un géopolitologue aurait un avis plus fin, mais souvent les pays peuvent pas avoir 10 ennemis en même temps. Est-ce qu'on peut à la fois se couper de la Russie, les attaquer et faire pareil de l'Iran? Est-ce que les États-Unis peuvent avoir plusieurs ennemis à la fois? C'est un sujet qui n'est pas évident. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la question de ce qui va se passer avec l'Iran est probablement aujourd'hui le détonateur potentiel sur le marché du pétrole. La détente est là, elle a l'air de prendre un peu de vigueur. Est-ce qu'on aura de nouveaux perturbateurs ou est-ce qu'on va continuer sur une accalmie? À voir.